Ma mère m'a dit, il est temps que tu apprennes à être indépendante et que tu arrêtes de dépendre de nous. Alors, j'ai souri, j'ai hoché la tête en silence et j'ai envoyé les factures pour les 500 000 $ que j'avais dépensés pour leur maison, leur voiture et leurs frais médicaux pendant 10 ans. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner, laissez un petit message ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Ton soutien compte énormément. Continuons. Ces mots résonnèrent comme un écho dans l'air. Il est temps que tu apprennes à être indépendante et que tu arrêtes de dépendre de nous, dit ma mère, les bras croisés. Debout dans la cuisine que j'avais rénovée avec mes propres économies 3 ans auparavant, je sentis ma tasse de café se réchauffer entre mes mains tandis que je réfléchissais à ce qu'elle venait de dire. Je comptais sur elle. Je regardais son chemisier en soie, celui que je lui avais offert à Noël dernier lorsqu'elle s'était plainte que sa garde-robe faisait vieillot. Derrière elle, à travers la baie vitrée que j'avais fait installer, j'apercevais la Mercedes de mon père, celle dont les mensualités étaient prélevées directement sur mon compte. « Excusez-moi », parvins-je à dire d'une voix calme malgré la tempête qui grondait en moi. « Tu m'as bien entendu, Lorna », poursuivit-elle d'un ton sec et méprisant. « Tu as 32 ans et tu es encore là tous les week-ends, à nous appeler pour la moindre décision. C'est gênant. Ta sœur a sa vie. Ton frère n'a pas besoin de rentrer constamment. Ma sœur, mon frère, ces mêmes enfants qui n'avaient pas contribué financièrement à la vie de nos parents depuis plus de 10 ans. » J'ai senti quelque chose se fissurer en moi, pas se briser, mais se déplacer comme des plaques tectoniques qui se réalignent avant un tremblement de terre. J'ai posé ma tasse avec précaution, précisément sur le comptoir en granit que j'avais choisi et payé lors de la rénovation de la cuisine. « Tu crois que je compte sur toi ?» ai-je répété lentement, savourant chaque mot. « On t'aime, mais ce n'est pas sain. » Mon père intervint depuis son fauteuil, sans même lever les yeux de sa tablette, celle que je lui avais offerte pour la fête des pères précédentes. J'ai souri, un vrai sourire, car à cet instant précis, j'ai compris ce que je devais faire. Il y a 10 ans, j'étais différente. Fraîchement diplômée en ingénierie, avec un poste à 6 chiffres dans une entreprise technologique, j'avais tellement hâte de rendre l'appareil. Je me souviens du jour où j'ai reçu mon premier vrai salaire. 8 333,33 $ après impôts, déposé directement sur mon compte un beau vendredi matin. J'ai immédiatement appelé ma mère, les larmes de joie ruisselant sur mes joues. « Maman, j'ai réussi », ai-je murmuré au téléphone. « On a réussi. » Elle a pleuré, elle aussi. Mes parents avaient fait tant de sacrifices, des doubles journées de travail, des repas sautés, tout pour que j'aie des cours particuliers et des opportunités. Les mains de mon père étaient calleuses après 20 ans de travail en usine. Les pieds de ma mère lui faisaient mal à force de rester debout derrière les comptoirs. Il m'avait tout donné, et maintenant c'était mon tour. « Ma chérie, tu ne nous dois rien », m'avait dit ma mère ce jour-là, la voix chargée d'émotion. « J'en veux 2, avais-je insisté. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. » Tout a commencé modestement. 100 $ par-ci, pour les courses. 300 par-là, pour une facture d'électricité dont ils m'avaient parlé et qui leur posait problème. Puis la voiture de mon père est tombée en panne. La boîte de vitesse a lâché. Les réparations étaient estimées à 4 000 $. Ne vous inquiétez pas, leur avais-je dit en leur tendant un chèque. Voyez ça comme un cadeau de Noël en avance. Leur gratitude m'avait donné du courage. J'ai travaillé plus dur, j'ai accepté des projets supplémentaires, j'ai obtenu des primes et des promotions. Chaque dollar était pour moi une récompense pour leurs années de sacrifice. Je construisais quelque chose de beau. Je pensais bâtir un héritage d'amour familial et de soutien mutuel. J'ignorais totalement que je construisais en réalité ma propre prison, brique après brique, même si c'était coûteux. L'histoire de la maison avait pourtant commencé de façon anodine. 3 ans après le début de ma carrière, le propriétaire de mes parents a décidé de vendre l'appartement qu'il louait depuis 15 ans. Ils avaient 60 jours pour trouver un nouveau logement, et ma mère était folle d'inquiétude. Tout ce qui correspond à notre budget se trouve dans des quartiers horribles, avait-elle expliqué pendant le dîner, en déchirant une serviette en papier entre ses mains. Je ne sais pas ce que nous allons faire. Je me souviens de leurs visages inquiets, des cheveux grisonnants de mon père, apparus il y a quelques années, des mains tremblantes de ma mère. La décision semblait évidente, la bonne. Et si nous achetions une maison ? J'avais suggéré que je pouvais obtenir un prêt immobilier.
Tu pourrais y vivre et tu n'aurais qu'à payer les charges et l'entretien. L'explosion de soulagement et de joie était enivrante. Ma mère me serrait si fort dans ses bras que je ne pouvais plus respirer. Les yeux de mon père brillaient de larmes. Tu es sûre, Lorna? C'est un engagement énorme. J'en suis sûre, avais-je répondu, même si mon compte épargne allait être englouti par la compte. Nous avons trouvé une belle maison de 3 chambres dans un quartier sûr, avec de bonnes écoles. Je pense déjà à mes futurs petits-enfants, avait dit ma mère avec un clin d'œil. Le prêt immobilier s'élevait à $2800 par mois. Mais je gagnais bien ma vie. Je pouvais y arriver. Je voulais y arriver. Le jour de la signature, toute ma famille était là, mes parents, ma sœur Jade, mon frère Alvin. On fêtait ça, on prenait des photos, on parlait des couleurs de peinture et de l'agencement des meubles. J'étais le héros du jour. Personne ne m'a dit que j'étais la seule à signer les papiers, la seule à être enregistrée sur l'acte de propriété, la seule responsable de la dette que je venais de contracter. C'est fou comme les obligations s'accumulent sournoisement, comme une prise de poids. On ne s'en rend compte que lorsque, soudain, nos vêtements ne nous vont plus et qu'on se demande à quel moment précis tout a basculé. Et la maison n'était que le début. 6 mois après leur emménagement, le chauffe-eau est tombé en panne. Puis, il a fallu remplacer la climatisation. Le toit fuyait. Chaque réparation était imprévue et impossible à prévoir. Je ne demanderais rien si ce n'était pas une urgence, disait ma mère, et je transférais 1000, 2000, 5000 de plus pour faire face à la moindre crise. Puis mon père a été diagnostiqué diabétique. Les médicaments étaient chers, même avec l'assurance. Juste le temps de trouver une solution, m'avait-il promis. Mais les mois se sont transformés en années, et je continuais à payer son insuline, ses bandelettes de test, ses consultations médicales. Mon frère Alvin a eu un accident de voiture. De sa faute. Pas d'assurance. Juste cette fois, a-t-il supplié. Je te rembourserai. Je te le jure. J'ai payé les $12 000 de dégâts. Je n'ai jamais revu un centime. Ma sœur Jade voulait monter une entreprise, une boutique. Tu crois en moi, n'est-ce pas? M'avait-elle demandé avec ses grands yeux pleins d'espoir. J'avais investi $25 000. L'entreprise a fait faillite en moins de 8 mois. Elle ne s'est jamais excusée, elle a juste dit « Bon, la plupart des startups échouent ». Comme si mon argent avait été un billet de loterie plutôt que le fruit de mes efforts. Je gagnais pourtant très bien ma vie à l'époque, près de $200 000 par an avec les primes. Mais je vivais dans un minuscule 2 pièces. Je conduisais une Honda de 10 ans et je n'avais pas une goutte d'argent. Chaque dollar passait dans les poches de ma famille. La vérité m'a frappé de plein fouet un mardi après-midi comme un autre. J'étais chez mes parents pour réparer leur routeur Wi-Fi. Ils avaient prétexté une urgence quand je les ai entendus parler dans la cuisine. Ils ne savaient pas que j'étais encore là. Ils pensaient que j'étais déjà partie. Je n'arrive pas à croire qu'elle nous donne de l'argent comme ça, à chaque fois qu'on lui en demande, a dit mon frère Alvin, d'un ton amusé, et non reconnaissant. C'est comme avoir un distributeur automatique personnel. Ne dis pas ça comme ça, a répondu ma mère, mais elle riait. Elle riait vraiment. Elle veut t'aider. Elle a toujours été comme ça. Toujours prête à faire plaisir, en quête d'approbation. Mes mains se sont figées sur le routeur. En quête d'approbation? C'est ce qu'il pensait? J'ai dit à Jennifer que Lorna remboursait le prêt immobilier de mes parents. Ma sœur Jade intervint. Elle n'en revenait pas. Elle me demanda « Pourquoi tu ne m'aides pas ?» Et moi, Lorna s'en occupe. Pourquoi le ferais-je? Les rires qui suivirent étaient naturels, spontanés, comme s'ils parlaient de la pluie et du beau temps, et non de mes sacrifices financiers pendant près de 10 ans. La voix de mon père se joignit à la conversation. Elle se débrouille bien. Elle a les moyens. Tant mieux pour elle, ajouta Alvin. J'ai mes propres factures. Une sensation froide et dure s'installa dans ma poitrine. Pas encore de colère. Ça viendrait plus tard. C'était pire. C'était une lucidité tranchante comme du verre brisé. Ils n'étaient pas reconnaissants. Ils se croyaient tout permis. Je n'étais pas leur fille et je ne les aidais pas par amour. J'étais une ressource à exploiter. Une source intarissable. Je suis partie sans dire au revoir, complètement anesthésiée. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. J'ai ressorti mes relevés bancaires et me suis mise à faire des calculs.
J'ai passé tout le week-end entouré de tableurs, de relevés et de reçus éparpillés sur le sol de mon appartement. Chaque transaction, chaque virement, chaque chèque émis ces 10 dernières années. Ce que j'ai découvert m'a rendu malade. La maison, 336 000 $ de mensualité de crédit immobilier sur 10 ans. Réparation et rénovation, 89 000 $. Taxes foncières payées alors qu'il prétendait avoir oublié, 43 000 $. Total des dépenses liées à la maison, 468 000 $. Frais médicaux de mon père, 67 000 $. Soins dentaires, lunettes et médicaments de ma mère, 31 000 $. Total des frais de santé, 98 000 $. Voiture. J'ai acheté les voitures. Les mensualités de la Mercedes de mon père, lorsqu'il a décidé que sa berline de 15 ans était ringarde, 47 000 $ sur 4 ans. Le SUV de ma mère, 38 000 $ sur 3 ans. Assurance. Je les avais ajoutés car c'était moins cher. 14 000 $. Réparation et entretien, 21 000 $. Total des frais automobiles, 120 000 $. Caution d'Alvin pour conduite en état d'ivresse, 5 000 $. Prêt non remboursé, 34 000 $. Entreprise de Jade ayant fait faillite, 25 000 $. Dette de carte de crédit que j'avais remboursée, 18 000 $. Mariage au Mexique que j'avais financé, 22 000 $. Pension alimentaire totale pour les frères et sœurs, 14 000 $. Courses diverses, factures, vacances, fonds d'urgence, cadeaux de Noël, meubles, appareils électroniques, 76 000 $. Total, 866 000 $. 866 000 $. En 10 ans, j'avais donné près d'1 million à ma famille. De l'argent que j'aurais pu utiliser pour ma propre maison, ma propre retraite, mes propres rêves. Assise par terre dans mon appartement, entourée des preuves de mon propre martyre financier, je me suis enfin laissée aller aux larmes. Lundi matin, j'ai appelé mon employeur pour dire que j'étais malade. Je ne me sentais pas capable de me concentrer. Alors, je suis restée assise dans mon appartement à réfléchir à la suite. Une partie de moi avait envie de les affronter immédiatement, de crier ma colère et de leur faire part de ma trahison, mais j'avais appris une chose dans ma carrière en entreprise. Les émotions nous rendent vulnérables. Les faits, eux, nous rendent forts. J'ai passé la journée à consulter une avocate. Ai-je un recours légal? Ai-je demandé en faisant glisser mes documents sur son bureau. Maître Fa Morrison a tout examiné d'un œil vif et intelligent. C'était une femme noire d'une 50aine d'années, avec des traits argentés et une attitude directe qui m'a immédiatement mise à l'aise. La maison est à votre nom. Vous avez des justificatifs pour tous les paiements? Elle a tout demandé. J'ai confirmé. Voici la réalité, dit Fay en se penchant en arrière. Juridiquement, il s'agissait probablement de dons. À moins d'avoir des accords écrits stipulant qu'il s'agissait de prêts, vous ne pouvez pas exiger le remboursement. Cependant, elle leva un doigt et mon cœur se serra. Vous pouvez interrompre immédiatement tous les paiements futurs. Et la maison vous appartient. Vous pouvez la vendre, la louer ou y emménager. Vous n'avez aucune obligation de continuer à les aider. Et si je leur envoyais une facture? Ai-je demandé. Non pas pour recouvrer la somme due, mais pour faire passer un message. Le sourire de Fazé était entendu. Une facture n'a aucune valeur juridique sans accord préalable, mais elle constitue un relevé de compte. C'est un outil psychologique puissant. Cela leur montre précisément ce que vous avez sacrifié. Qu'ils le reconnaissent ou non, c'est une autre histoire. Je suis sortie de son bureau avec un plan. Le soir même, j'ai établi des factures détaillées, professionnelles et chiffrées, avec date et montant. Chaque ligne représentait un souvenir, un sacrifice, une part de mon avenir financier que j'avais cédé de mon plein gré. Je n'ai pas prévenu. Le dimanche suivant, je suis arrivée à notre dîner familial habituel, un dossier sous le bras. Ma mère était aux anges, cuisinant dans la cuisine que j'avais rénovée, fredonnant des airs de gospel. Mon père était installé dans son fauteuil inclinable haut de gamme. Jade et Alvin étaient déjà là, confortablement installés dans la maison que j'avais mise à leur disposition. Lorna, s'exclama ma mère en me serrant dans ses bras. Tu es en retard. J'étais inquiète. Il faut qu'on parle, dis-je d'une voix calme. Tous ensemble. Réunion de famille. Quelque chose dans mon ton inspira une certaine sérénité à chacun. Je restai debout, sortant des documents de mon dossier. Il y a 10 ans,
j'ai décroché mon premier vrai travail. Comment sais-je? Je voulais t'aider parce que tu avais fait des sacrifices pour moi. J'étais reconnaissante et je voulais te rendre l'appareil. J'ai posé la première facture sur la table basse. Voilà tous les paiements que j'ai effectués pour cette maison. 468 000 $. Ma mère a pâli. Lorna, quoi? Ce n'est pas fini. Deuxième facture, frais de santé de maman et papa, 98 000 $. Troisième facture, voiture, assurance, réparation, 120 000 $. Quatrième et cinquième, Alvin et Jade, 14 000 $ à eux deux. Document final, pensions alimentaires diverses, 76 000 $. Total, 866 000 $. Le silence était assourdissant. Alvin regardait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Jade était bouche bée. Mon père n'osait pas me regarder dans les yeux. Il y a 3 jours, je vous ai entendu. J'ai continué à regarder ma mère. Tu m'as traité de désespérée en quête d'approbation. Tu t'es moqué de moi, disant que j'étais ton distributeur automatique personnel. Tu te sentais en droit de disposer de mon argent, sans être reconnaissante de mes sacrifices. Chérie, laisse-moi t'expliquer, a commencé ma mère. Non. Le mot est sorti plus fort que je ne l'aurais voulu. Tu m'as dit que je dépendais de toi, que je devais apprendre à être indépendante, alors je suis ton conseil. J'ai sorti un dernier document, une mise en demeure que j'avais fait préparer par mon assistante financière. À compter de ce jour, je cesse toute aide financière. Le remboursement du prêt immobilier sera maintenu car ma solvabilité en dépend. Mais je vends cette maison. Vous avez 90 jours pour trouver un nouveau logement. Tu plaisantes? S'écria Alvin en se levant d'un bond, le visage déformé par la colère. Vous les mettez à la rue. Je leur donne un préavis de 90 jours, soit 30 jours de plus que le délai légal, ai-je rétorqué froidement. Le même préavis que votre ancien propriétaire vous a donné il y a 10 ans, au début de tout ça. Lorna, je vous en prie. La voix de ma mère s'est brisée et j'ai vu des larmes lui monter aux yeux. Une partie de moi avait envie de céder et de revenir en arrière. Cette partie m'a piégée pendant 10 ans. J'ai payé vos voitures comptant. Elles sont à vous sans aucune dette. J'ai subvenu aux besoins de cette famille plus que la plupart des gens ne gagnent en une vie. Vous vous en sortirez. Il faudra juste que vous fassiez un budget, pour une fois. C'est à peu près ce dont nous nous sommes parlé. Mon père a finalement pris la parole, sur la défensive. Tu vas détruire ta famille à cause de quelques mots? Non. Papa. Je me choisis plutôt que ceux qui me considéraient comme un distributeur automatique de billets. Il y a une différence. Jade a retrouvé sa voix. Tu nous as toujours fait payer ça, n'est-ce pas? Tu comptais chaque dollar. Je ne comptais pas les points, ai-je dit doucement. Je tenais des registres. Et je ne les ai sortis qu'après que tu aies clairement fait comprendre que tu te sentais en droit d'exiger mon sacrifice plutôt que d'en être reconnaissant. Nous sommes reconnaissants. Ma mère a essayé. Tu t'es moqué de moi en disant que tu me manipulais. Tu as raillé ma générosité dans mon dos. Ce n'est pas de la gratitude. C'est de l'exploitation. La douleur était palpable, mais je ressentais aussi autre chose, la libération. Les chaînes qui m'entravaient se brisaient enfin. Les jours qui ont suivi la confrontation ont été terribles. Mon téléphone a explosé de messages. Des textos furieux d'Alvin, des messages vocaux en pleurs de ma mère, de longs courriels de Jade qui tentaient de me faire croire que j'avais mal compris. Mon père m'a envoyé un seul texto. Tu as brisé le cœur de ta mère. J'espère que tu es heureuse. Je n'étais pas heureuse. J'étais anéantie. Mais j'étais aussi libre comme je ne l'avais pas été depuis 10 ans. Puis, les sbires se sont mis à s'en mêler. Des tantes et des oncles dont je n'avais plus de nouvelles depuis des années se sont soudain mis à donner leur avis. La famille, c'est sacré, se sont-ils exclamés, ignorant que j'étais la seule à prendre soin des autres. Des cousins ont publié des statuts Facebook vagues sur des enfants ingrats. Les amis de ma mère à l'église m'ont traité d'égoïste. La pire, c'était ma grand-mère. À 83 ans, elle était la matriarche de la famille, et sa déception était plus profonde que celle de quiconque. Ma petite, je t'ai battue à plate couture, m'a-t-elle dit lors de ma visite à sa maison de retraite. Une visite que je faisais chaque semaine depuis des années, lui apportant généralement ses courses et payant ses médicaments. Mamie, t'ont-ils dit ce qui s'est passé? Ai-je demandé doucement. Ta mère pleure tous les jours.
C'est tout ce que je sais. J'aurais voulu me défendre, m'expliquer, mais j'ai réalisé quelque chose d'important. Ils avaient manipulé le récit. J'étais la méchante dans leur histoire. La fille ingrate qui avait abandonné sa famille. La vérité, les 866 000 $, l'exploitation, les moqueries, tout cela n'avait aucune importance. Ils avaient fait de moi la coupable. Point. Je t'aime, grand-mère, dis-je en l'embrassant sur le front. Mais il y a des choses que tu ignores. Elle me tapota la main, sa peau fine et délicate. Alors peut-être devrais-tu raconter ta version des faits, ma chérie. J'ai suivi le conseil de ma grand-mère. J'ai publié un récit détaillé sur les réseaux sociaux, non par vengeance, mais pour rétablir la vérité. J'y ai inclus les factures, la chronologie des événements et la conversation que j'ai surprise. J'ai été factuel, sans émotion. Je n'ai insulté personne ni proféré d'accusations infondées. La réaction a été incroyable. Des amis que j'avais perdus de vue m'ont recontacté. Je me suis toujours demandé pourquoi tu vivais si modestement avec ton salaire, m'a écrit l'un d'eux. Maintenant, je comprends. Des collègues qui avaient remarqué mes difficultés financières m'ont offert leur soutien. Même des inconnus sur Reddit, où j'avais partagé mon histoire, ont témoigné de leurs propres expériences de violence financière familiale. Mais la réaction la plus choquante est venue de ma tante Teresa, la sœur cadette de ma mère. Elle m'a appelée directement, la voix tremblante. « Lorna, il faut que je te dise quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. » « Quoi donc, tante ? » « Ta mère. Elle m'a fait le même coup il y a 20 ans, quand j'ai décroché mon premier bon travail. Elle m'a convaincu de lui acheter une voiture pour l'aider à payer les factures et à faire vivre la famille. Je lui ai donné plus de 100 000 $ avant de finalement refuser. Elle ne m'a pas adressé la parole pendant 3 ans. J'étais anéantie. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ? J'avais pourtant essayé une fois. Tu te souviens quand tu as acheté la maison ? Je t'avais prise à part et je t'avais dit, fais attention à ne pas mélanger famille et argent. Tu avais répondu, c'est différent avec moi. Je veux t'aider. Je m'en souviens. Je pensais qu'elle était cynique, voire jalouse. Je suis vraiment désolée, tante. Ne t'excuse pas, ma chérie. Je t'appelle pour te dire que tu as bien fait. Ta mère est ma sœur et je l'aime, mais elle a un comportement bien précis. Elle repère l'enfant ou le frère, la sœur qui réussit le mieux et l'exploite sans scrupule en prétendant agir par amour. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon appartement à digérer cette révélation. Je n'étais pas la seule. Je n'étais ni folle ni n'exagérais. C'était un schéma récurrent, un cycle de manipulation qui durait depuis des décennies. À l'approche de l'échéance des 90 jours, la manipulation s'est intensifiée. Tout a commencé par des urgences médicales. Le diabète de mon père s'est soudainement aggravé. Il était aux urgences et l'hôpital avait besoin d'argent pour le soigner. J'ai appelé directement l'hôpital. On m'a dit qu'il avait été soigné et qu'il était sorti, entièrement pris en charge par l'assurance maladie. C'était un mensonge. Ma mère a alors prétendu avoir été licenciée de son emploi à temps partiel. Des représailles, disait-elle, pour avoir pris un congé afin de gérer le stress familial que j'avais causé. J'ai appelé son employeur. Elle avait démissionné 3 semaines plus tôt sans préavis. Alvin s'est présenté à mon appartement à 2 heures du matin, ivre et agressif. « Tu vas vraiment faire ça ?» a-t-il hurlé à travers ma porte. « Tu vas mettre papa et maman à la rue ?» J'ai appelé la police. Voir mon frère emmené par les policiers m'a brisé le cœur. Mais je savais aussi que si je cédais maintenant, si je laissais transparaître la moindre faiblesse, je serais piégée à jamais. Le calvaire émotionnel a atteint son paroxysme quand ma mère m'a envoyé un message vidéo. Elle pleurait, le maquillage coulant, assise dans sa chambre, celle avec les meubles que j'avais achetés. Je ne comprends pas ce que j'ai fait pour mériter ça, sanglotait-elle. Je t'ai donné naissance, je t'ai élevé, j'ai tout sacrifié, et c'est comme ça que tu me remercies ? En nous jetant comme des ordures. Je l'ai regardé une fois, puis je l'ai supprimé. Parce que j'avais enfin compris quelque chose d'essentiel. Elle croyait à sa propre histoire. Dans son esprit, elle était la victime. Elle était incapable de voir l'exploitation, le sentiment de supériorité, la décennie pendant laquelle elle a profité de mon amour. Reconnaître cela aurait exigé une lucidité qu'elle ne possédait pas.
Cette prise de conscience n'a pas atténué sa douleur. Au contraire, elle l'a exacerbée. La maison a été vendue rapidement. Une jeune famille, ravie d'emménager dans son premier logement, était reconnaissante des rénovations que j'avais effectuées. Mes parents ont emménagé dans un modeste appartement de 2 chambres. Un logement qu'ils pouvaient se permettre grâce à leur pension de retraite et à la pension de mon père. Ils ne m'ont pas adressé la parole pendant tout le déménagement. 3 mois après que tout se soit effondré, on a diagnostiqué chez ma mère un cancer de l'ovaire de stade 4. Ma tante Teresa m'a appelée, la voix étranglée par l'émotion. Je pensais que tu devais le savoir. Malgré tout, je suis allée à l'hôpital. Elle était plus petite que dans mon souvenir, fragile sur son lit d'hôpital, des tubes et des fils la reliant à des machines. Quand elle m'a vue, ses yeux se sont remplis de larmes, mais pas de joie. « Peter, es-tu heureux maintenant ?» a-t-elle murmuré. « Maman, non. Tu m'as tellement stressée que je suis tombée malade. Les médecins ont dit que le stress pouvait causer le cancer. C'est de ta faute. » Même à cet instant, même mourante, elle n'a pas pu assumer ses responsabilités. Elle n'a pas pu reconnaître ses actes. Une partie de moi avait envie de lui crier dessus pour la forcer à voir la vérité. Mais j'ai compris que ça n'avait plus d'importance. Je ne pouvais pas lui faire comprendre. Je ne pouvais pas obtenir d'excuses ni même une reconnaissance de ma part. Je lui ai quand même tenu la main. « Je t'aime, maman. Je t'ai toujours aimé. Je ne pouvais tout simplement pas te laisser me détruire. » Elle s'est détournée de moi et ce furent nos derniers mots. Elle est morte 6 semaines plus tard et à ses funérailles, j'ai été traitée comme une meurtrière. Alvin refusait de me regarder. Jade a fini par dire « J'espère que tu pourras vivre avec ça. » Ce sont les paroles de mon père qui m'ont détruite. Elle t'a demandé à la fin. Elle voulait te dire qu'elle était désolée, mais tu étais déjà partie. Moi, je n'étais pas partie. J'étais là. Mais dans l'histoire qu'ils avaient construite, c'était toujours moi qui les avais abandonnés. Jamais celle qui avait été exploitée, moquée et rejetée. Debout devant sa tombe, je me suis enfin laissée aller. J'avais conquis ma liberté, posé mes limites, repris ma vie en main. Mais le prix à payer était exorbitant. Ma famille, les derniers jours de ma mère, toute possibilité de réconciliation, tout espoir d'apaisement. Je voulais qu'ils comprennent. Je voulais de la reconnaissance, de la compréhension, des excuses. A eu lieu de cela. J'ai connu le chagrin sans solution, la liberté sans paix. J'avais appris l'indépendance exactement comme ma mère me l'avait enseigné. Mais mon Dieu, je n'aurais jamais imaginé que l'indépendance puisse ressembler autant à la solitude. Je vis toujours dans mon petit appartement. J'ai reconstitué mes économies, plus de 200 000 $ en seulement quelques mois. J'ai commencé une thérapie pour surmonter la culpabilité, le chagrin et la colère. Certains jours, je suis fière de ce que j'ai fait. D'autres jours, je me demande si les limites que j'ai fixées en valaient la peine. Ma grand-mère m'a dit avant de mourir le mois dernier, « Tu as fait ce que tu devais faire, ma chérie. Ne laisse pas la culpabilité te voler ta paix. Ta maman t'aimait, mais l'amour sans respect n'est que du contrôle. » J'apprends qu'elle avait raison. J'apprends qu'être une bonne fille ne signifiait pas me détruire. J'apprends que parfois, ceux qui nous blessent le plus sont ceux que nous aimons le plus profondément. Mais j'apprends aussi que certains prix, une fois payés, sont irrévocables. Certaines relations, une fois brisées, sont irrémédiablement perdues. Parfois, faire ce qui est juste ne mène pas à une fin heureuse. Cela mène simplement à la vérité. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour découvrir d'autres témoignages sur la famille, les limites à ne pas franchir et l'affirmation de soi. Avez-vous déjà été exploité, par un membre de votre famille? Partagez votre histoire dans les commentaires. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul est le premier pas vers la guérison. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier pour le bien des autres. L'argent n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai enfin compris la différence entre l'amour et l'obligation, entre aider et être exploité, entre la loyauté familiale et l'autodestruction. J'ai appris l'indépendance, mais pas celle que ma mère avait en tête. Et dans le calme de mon appartement, entouré de la vie que je me construis enfin, j'apprends à vivre avec cette vérité. Même si elle a un goût amer de cendres et de regrets, même si elle m'a coûté presque tout ce qui m'était cher. Certaines leçons ont un prix. La mienne a coûté 866 000 $, selon les dernières paroles de ma mère. J'espère seulement que ça en valait la peine.